Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord, je commence en reconnaissant que je donne cette conférence à partir d'Ottawa. Ottawa qui est situé sur le territoire ancestral du peuple Anishinaabe, un territoire non cédé. Donc, je veux reconnaître leur lien avec cet important territoire avant toute chose, avant de commencer aujourd'hui. Quel timing incroyable pour cette conférence. Je pense que Céline l'a mentionné. Mais donc, hier, on accueillait cette décision historique de la Cour supérieure du Québec, du juge Hiergeau, qui essentiellement déclare inconstitutionnel l'article 636 du Code de la sécurité routière et l'interprétation qui en avait été faite dans un arrêt de la Cour suprême dans les années 90, l'arrêt La Douceur. Maître Riahi Arige reviendra sur ces détails-là tout à l'heure, mais il suffit de dire donc que cette disposition du Code de la sécurité routière et cet arrêt de la Cour suprême permettait essentiellement aux policiers de faire des interceptions, des interpellations et des interceptions routières aléatoires et sans nécessairement avoir de motif raisonnable pour le faire. Une disposition qui ouvrait la porte toute grande au profilage racial. On le sait depuis plusieurs années, mais maintenant, on a réussi à le documenter et on a une décision historique de la Cour supérieure du Québec pour le confirmer. Donc, avant toute chose, je veux saluer le courage et la détermination de tous ceux qui ont été aux premières loges de ce recours à la Cour supérieure. Donc, j'ai une bonne pensée, évidemment, pour M. Louamba, qui a eu le courage là, de mettre de l'avant son histoire personnelle, son expérience avec les interceptions routières et Maître Siméon qui, à la première heure, là, a tout mis de côté pendant presque 2 ans de sa vie pour se consacrer à ce recours-là avec d'autres avocats là, dans le dossier, notamment de l'Association canadienne des libertés civiles. Donc, je veux vraiment saluer le courage de ces personnes et de toutes les organisations aussi, de tous ceux qui ont témoigné lors du procès. Ça a été vraiment, mais ça n'a pas été en vain. Et je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que l'expérience finalement de M. Louamba s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, un contexte systémique qui est aujourd'hui documenté et confirmé par la Cour supérieure. Donc, je commence à partager mon écran. Donc, je vais commencer par mettre la table en vous parlant du projet de recherche qui était intimement lié à ce recours en inconstitutionnalité devant la Cour supérieure. Un projet de recherche, donc, comme Céline le mentionnait, j'ai mené avec Dominique Bernier de l'UQAM, mais aussi avec Arige, Thierry Mallory et plus récemment d'autres personnes qui se sont jointes à l'équipe, dont Jacinthe Poisson et Félix Généreux-Marcotte. Donc, je commence en mettant la table au niveau de la problématique et du contexte juridique. Ensuite, je vais céder la parole justement à Arige qui va pouvoir approfondir ces questions-là pour nous, puis peut-être analyser et commenter un petit peu l'importance de ce jugement-là. Et ensuite, je reviendrai à la toute fin là, pour discuter des conclusions de recherche du projet donc, qui venait en appui à ce recours en inconstitutionnalité. Donc, je commence en parlant, évidemment, lorsqu'on parle de profilage, on se fait souvent opposer par les forces policières que le profilage est une technique d'enquête légitime. C'est-à-dire qu'on peut faire du profilage et que ce faisant, on peut parvenir à résoudre des infractions ou à prévenir des infractions. Donc, je veux dans un premier temps distinguer le profilage criminel du profilage racial. Donc, si au départ, le profilage était une technique d'enquête qui visait à faire le portrait d'une personne après qu'une infraction a été commise,
commises et basées sur des éléments de preuve concrets, on a constaté au fil du temps un glissement de cette technique d'enquête de une personne ou un suspect dont on essayait justement de faire le profil vers des généralisations sur le type de personne qui serait davantage susceptible de commettre un type d'infraction de façon générale. Et c'est là, évidemment, que peut s'immiscer des préjugés, des stéréotypes et des généralisations. Ensuite, il y a eu un glissement, je dirais, temporel, c'est-à-dire qu'au lieu de dresser le profil d'une personne après les faits, après qu'une infraction ait effectivement été commise, on a commencé à parler de profilage prédictif ou prospectif ou avant les faits, où on a tenté de prédire, basé sur des statistiques ou des comportements passés, l'incidence de perpétration d'une infraction dans le futur. Et c'est là, évidemment, qu'il y a aussi eu un glissement. Et finalement, le troisième glissement, des éléments de preuve concrets, donc on a pu recueillir, par exemple, sur une scène de crime, à l'utilisation d'évaluations actuarielles sur le niveau de criminalité de certains groupes de personnes. Et souvent, on a oublié que ces statistiques reflétaient déjà du profilage ou étaient vraiment le reflet d'une sursurveillance de certains groupes. Donc, lorsqu'on parle de profilage racial ou de profilage discriminatoire de façon plus générale, on parle plutôt de ce profilage, je dirais, qui est basé sur ces généralisations, sur ces stéréotypes-là. Et évidemment, il y a beaucoup de critiques qui ont été formulées là, contre l'utilisation de ces techniques-là. Ensuite, au niveau de la littérature, lorsqu'on a voulu lancer le projet de recherche, on a fait un bilan de ce qui avait été fait au niveau de la littérature pour se rendre compte que, évidemment, les études sur la surreprésentation de populations racisées autochtones, par exemple, en ce qui concerne le Canada, datent de plusieurs années. Donc, dès les années 60, par exemple, il y a eu de la recherche qui a été faite sur ces questions-là, mais ce n'est que dans les années 90 et 2000 que l'on a commencé à parler de profilage racial en tant que tel. Et aux États-Unis, le profilage comme tel, le profilage racial, en fait, comme utilisation généralisée, s'est fait surtout dans le contexte de ce qu'on a appelé l'opération Pipeline. Donc, dès les années 80, les agents de la paix ou les policiers aux États-Unis étaient formés dans le contexte de la guerre contre la drogue pour faire des interpellations ou des interceptions routières sous de faux prétextes dans le but de vérifier la présence de drogue dans les véhicules. Et dès le départ, ces interceptions étaient liées à certaines personnes, à certaines populations, donc y compris les populations noires et latino-américaines aux États-Unis. Rapidement, de la guerre à la drogue, on est passé aussi à la guerre aux armes. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de faire ces interceptions-là dans l'objectif de trouver de la drogue, on le faisait pour essayer de détecter des armes illégales. Donc, je dirais les motifs sous-jacents à ces interceptions-là se sont accrus. Et dans les années 90, il y avait des directives plus générales là, où finalement ces interceptions-là étaient faites dans le but de faire de la prévention du crime de façon générale, donc plus nécessairement ciblées seulement à la drogue ou aux armes, mais visant toutes les infractions. On ne peut pas sous-estimer, là, sans établir un lien de causalité direct, on ne peut pas sous-estimer l'importance de ces techniques d'enquête et de ces interpellations qui ont eu cours aux États-Unis, au Canada. La recherche en ce qui concerne le profilage racial au Canada, donc comme je le disais, si la surreprésentation a été documentée depuis longtemps, la notion comme telle de profilage racial ne va émerger dans la littérature que dans les années 2000 au Canada. À la fin des années 80, les années 90, on trouve des écrits, par exemple, du CRAR et de certains auteurs qui vont parler, par exemple, de traitement différentiel, de ciblage, de biais individuels de discrimination raciale ou de mise en œuvre de préjugés
ethnocentrique, mais les mots profilage racial ne vont être utilisés là, qu'à la toute fin des années 90, début des années 2000 au Canada. Et un des premiers moments où on va l'utiliser, c'est dans un reportage du Toronto Star dans les années 2000 à Toronto, où on documente là, l'incidence des interpellations sur les populations noires. Au fil des années qui vont suivre, il y aura de la recherche, il y aura d'abord de la recherche qualitative qui va être faite sur le profilage. Donc, on va faire des entrevues auprès de personnes qui sont victimes de profilage racial afin qu'elles puissent documenter leur expérience et expliquer ce qui se passe lorsqu'elles sont interceptées ou interpellées par les policiers, que ce soit dans les espaces publics ou sur la route. Ensuite, il y aura l'utilisation de sondages à plus grande échelle, nous permettant de généraliser finalement ces expériences individuelles et de démontrer qu'effectivement, ce sont toute une population là, qui est visée et qui est davantage ciblée pour les interpellations policières. Finalement, on va avoir au Canada les premières données quantitatives là, dans les années qui vont suivre. Là, je vous mets les noms de certains pionniers là, en matière de données quantitatives de profilage racial, dont Scott Wortley, Samuel Tanner, Lorne Foster et plus récemment, M. Owusu Bempah, Akwasi Owusu Bempah. Au Québec, les premières données quantitatives qui tendent à démontrer le profilage racial commencent dans les années 2010. Donc, la première étude à Montréal est celle de Léonel Bernard et Christopher McCall, qui ont démontré que les personnes noires étaient donc étaient 2 fois plus susceptibles, en fait, que les personnes blanches, 4 fois, pardon, plus susceptibles que les personnes blanches d'être interpellées dans les espaces publics par les policiers. Ensuite, il y a une étude qui va être menée par l'ESPVM, par Mathieu Charret en 2009, Mathieu Charret qui va, dans la foulée des émeutes entourant le décès de Freddy Villanueva à Montréal-Nord, qui va analyser plus de 150 000 fiches d'interpellation et qui va démontrer effectivement une disproportion, donc 5 fois plus susceptibles, les personnes noires, 5 fois plus susceptibles que les personnes blanches d'être interpellées dans les espaces publics. Et plus récemment, on a eu d'autres données les chercheurs Harmony, Assaoui et Maloney qui, à partir des données du SPVM en 2019 et en 2021, avec les données de la police de Repentigny, vont démontrer cette disproportion importante là, dans les interpellations et dans les accusations. Donc, ça, c'est pour les données quantitatives au Québec. En ce qui concerne les données qualitatives, on a la Commission des droits de la personne en 2011 qui avait fait une grande enquête et recueilli beaucoup de témoignages sur le profilage. Et plus récemment, donc, un groupe de chercheurs réunis sous Montréal sans profilage, donc y compris Anne-Marie Livingstone, Ted Rootlin et d'autres qui ont démontré les effets néfastes du profilage racial et des interpellations dans les espaces publics. Je souligne aussi le travail dans le mémoire de maîtrise de Thierry Casséus, membre de l'équipe de recherche qui avait documenté la situation chez les jeunes. Au Québec aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la recherche sur le profilage racial a été menée aussi de concert ou en parallèle avec la recherche sur le profilage social et au croisement du profilage social et racial. Donc, je souligne les recherches que Céline Bello et moi-même avons menées là, au fil des ans sur le profilage social dans les espaces publics et en particulier en ce qui concerne les personnes en situation d'itinérance, y compris les personnes en situation d'itinérance autochtones. Tout ça pour dire que malgré le fait qu'il y ait de la recherche au Canada et au Québec sur le profilage racial et social, il n'y avait pas de recherche comme telle sur les conséquences
du profilage racial dans les interceptions et les interpellations routières. Donc, ce qui a justifié essentiellement là, qui a motivé notre équipe de recherche à aller à la rencontre des personnes victimes de profilage racial pour pouvoir documenter leur expérience en ce qui concerne plus spécifiquement les interpellations et les interpellations routières. Donc, j'arrête le partage de mon écran pour le moment, puis je cède la parole à Arij et je vais revenir un petit peu plus tard pour vous parler des conclusions de notre étude. Alors, merci de me recevoir. C'est un plaisir de voir autant de noms familiers dans la liste des invités. Et je m'excuse d'avance pour les interprètes, pour les phrases techniques en droit. Alors, moi, je vais mettre la table pour c'est-à-dire la pertinence là, de tout ça, là, eu égard au droit, d'un point de vue de pratique pour les tribunaux. Pour les tribunaux, l'aventure commence en 2019. C'est en 2019 que la Cour suprême va reconnaître le profilage racial comme une réalité faisant partie du quotidien des personnes racisées. Avant que la Cour suprême le prononce en 2019, c'était possible pour un juge de première instance de demander à l'avocat de faire cette preuve devant le juge d'instance avant d'en prendre connaissance d'office. Donc, depuis 2019, les tribunaux doivent prendre connaissance de l'existence du profilage racial. Et dans l'examen du comportement policier, lorsqu'un juge fait face à un dossier de profilage racial et qu'il examine le comportement du policier, la bonne foi du policier n'est pas d'importance aussi... en fait, la bonne foi du policier est une importance moindre que d'autres critères. Pourquoi? Parce que, ça aussi, la Cour suprême l'a dit, le profilage peut se faire de manière inconsciente. Les préjugés peuvent travailler et colorer un point de vue de manière inconsciente. Une conduite policière teintée par le profilage racial peut être suffisante pour motiver une requête en vertu de la charte. Donc, une requête où on allègue une violation des droits constitutionnels et on demande une réparation. La réparation ce qu'on vise la plupart du temps, c'est un acquittement. Donc, la Cour suprême nous dit, en 2019, le profilage racial existe. Vous devez en tenir compte. Il ne suffit pas que le policier ait bonne foi pour conclure qu'il n'y a pas de profilage racial. Et si jamais il y a du profilage racial, ça peut motiver un acquittement parce que ça peut constituer une violation des droits constitutionnels de l'accusé en question. En plus du comportement policier, les juges qui ont devant eux un dossier de profilage racial ne peuvent pas évacuer, ne peuvent pas tasser d'un revers de la main la perception de la personne qui dit « moi, je suis victime de profilage racial ». Et ça, c'est, à mon sens, la plus grande réforme, disons, que la Cour suprême a faite en 2019. La Cour suprême, elle dit que quand un juge a un dossier de profilage racial devant lui, non seulement la bonne foi de l'accusé n'est pas suffisante pour disposer du dossier, mais le juge doit se mettre à la place d'une personne raisonnable qui serait à la place de l'accusé. Le juge doit se mettre dans les souliers d'une personne raisonnable qui vit la même situation de l'accusé et se demander si cette personne raisonnable-là aurait conclu qu'il s'agit d'un contexte de profilage racial, oui ou non. C'est quoi une personne raisonnable? Puis c'est là que ça devient quand même assez technique. Les avocats aiment bien ces critères de personne raisonnable, mais en gros, pour la Cour suprême, elle dit qu'une personne raisonnable est censée être informée sur les relations interraciales, ou du moins les tensions dans les relations entre les policiers et les communautés raciales au pays, les différentes minorités au pays, les différentes collectivités qui sont de manière disproportionnée, en fait, qui sont surreprésentées dans le système de justice. En gros, les populations racisées. On comprendra que c'est là que la recherche scientifique prend tout son sens au niveau du domaine juridique, parce que les tribunaux, maintenant, depuis 2019, doivent tenir compte de la personne raisonnable et cette personne-là doit être raisonnablement informée des relations entre les communautés racisées et la police. Au Québec, c'est en 2020 que la Cour supérieure a l'occasion de jongler avec les enseignements de la Cour suprême sur le profilage racial pour la première fois. Ça se fait avec le juge Cournoyer en l'année 2020 dans l'arrêt d'Orfeuille, la décision d'Orfeuille,
Cette décision, elle a fait l'objet d'une chronique de Yves Boisvert il y a quelques années. Cette décision, elle est tristement célèbre car elle commence avec une citation des policiers qui, s'exprimant à l'endroit de l'accusé, ont dit « Ah, oh, regarde, c'est Tiger Woods qui s'en vient ». Le juge Cournoyer renverse une décision de première instance de la Cour municipale, ordonne un nouveau procès sur la base de Reine Contelet et dit au juge de première instance, il faut tenir compte des enseignements de Reine Contelet, il faut reconnaître le profilage racial et il manque un élément à votre analyse, juge de la Cour municipale, il manque l'élément d'analyser comment la personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que la victime de profilage racial, verrait cette situation. Est-ce qu'elle pourrait conclure, oui ou non, qu'il y a eu profilage racial? L'arrêt d'Orfeuille fait quelque chose d'extrêmement intéressant. L'arrêt d'Orfeuille fait, en droit, on appelle ça un obitaire. Donc, quand le juge statue sur la question en litige, rend une décision, mais ouvre un petit éditorial, émet une petite opinion. Et c'est là que tout notre travail là, va s'inscrire. Le juge Cournoyer, dans d'Orfeuille, va dire, peut-être, vu ce que la Cour suprême a dit sur le profilage racial, vu les tests au niveau de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, etc., vu tout ça, peut-être qu'il y a lieu de réviser certains pouvoirs policiers. Et le juge de la Cour supérieure en 2020 nomme expressément l'article 636 du Code de la sécurité routière. La Cour supérieure en 2020 nomme l'article 636 et dit peut-être qu'il y a lieu de réviser la décision en 1990 qui donne droit. On recule un peu. L'article 636 de la Cour du Code de la sécurité routière, qu'est-ce qui permet? Ben, il s'agit d'un pouvoir absolu des policiers. Il y en a de moins en moins des pouvoirs absolus. La plupart des pouvoirs policiers sont balisés d'une manière ou d'une autre, ont un certain niveau de contrôle d'une manière ou d'une autre, mais le pouvoir prévu à l'article 636 demeure complètement absolu. Il permet aux policiers d'arrêter n'importe qui, n'importe quand, pour vérifier que ces papiers de véhicule sont en ordre, pour vérifier que la personne qui conduit est apte à conduire et pour vérifier que le véhicule est en bon état mécanique finalement. En 1990, les tribunaux, la Cour suprême avait été saisie de la question de savoir est-ce que ça c'est même légal? N'est-ce pas là un pouvoir absolu qui implique une détention arbitraire? Le policier n'a aucune justification à donner. Il peut choisir de manière aléatoire un véhicule, l'arrêter. Ce véhicule doit s'immobiliser sous peine d'une infraction et le policier exerce une détention à toute fin pratique arbitraire de ce véhicule. La Cour suprême, en 1990, dit oui, c'est une détention arbitraire, mais elle se justifie. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'accidents sur la route, il y a trop de gens qui conduisent en faculté affaiblie, il faut sévir. En 2020, la Cour supérieure, je vous le rappelle, le juge Cournoyer a dit « Ah, peut-être que c'est le temps de réviser ce pouvoir policier à la lumière de Reine Contelet, à la lumière de la décision de 2019 qui nous dit « Le profilage racial existe, il faut en tenir compte ». Le commentaire du juge Cournoyer n'est pas tombé dans une salle vide et c'est ainsi qu'entre en scène le dossier de M. Louamba. Alors, M. Louamba, la décision a été rendue hier à midi. Il y a 800 paragraphes à lire. Soyez indulgents avec nous dans les questions qui vont suivre. Mais le dossier Louamba, ce qu'il a proposé à la Cour supérieure, c'est de réviser la décision La Douceur qui a été rendue en 1990 et qui confirme les pouvoirs absolus à l'article 636 du Code de la sécurité routière. Dans le dossier Louamba, le juge Hiergeau, il dit « Attention, ce pouvoir était justifié en 1990, mais en 2019, la Cour suprême a dit qu'il fallait tenir compte du profilage racial, tenir compte des relations entre les communautés racisées, spécifiquement les communautés noires au Canada et les policiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour rendre ça cohérent, rendre ces deux décisions-là ensemble dans une perspective cohérente du droit? Le juge Hiergeau a entendu beaucoup de témoignages de gens qui ont dit « Moi, j'ai été intercepté en vertu de 636. Voici les conséquences que cette interception a eues dans ma vie. » Le juge Hiergeau a entendu des personnes expertes qui sont présentes avec nous, qui ont dit « Voici de manière systémique qu'est-ce qui se passe
du moment où il y a un pouvoir discrétionnaire pour les policiers. Voici qui sont les personnes qui sont le plus souvent visées par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Et le juge Hiergeau arrive à la conclusion que oui, le pouvoir absolu à 636, en l'absence de quelconque balise, en l'absence de quelconque contrôle, permet un pouvoir discrétionnaire assez important qui laisse place à du profilage racial et ceci, ceci vise spécifiquement les populations noires à travers le pays. Donc, le juge Hiergeau conclut que l'article 636 est inopérant. Il conclut que l'arrêt La Douceur n'a pas application et on peut remarquer le caractère historique de la chose parce que c'est une cour inférieure, la Cour supérieure, qui rejette les enseignements d'une cour, la Cour suprême finalement, et des enseignements qui sont stables depuis les années 90. Dans sa conclusion, le juge Hiergeau accorde aussi un 6 mois de délai, ce qui veut dire que l'article 636 demeure valide, mais le gouvernement a 6 mois pour probablement déposer un nouveau projet de loi s'il veut maintenir ce pouvoir-là ou le baliser d'une manière ou d'une autre, mais il demeure valide jusqu'à l'expiration de ces 6 mois-là. Il y a fort à parier que ça va aller en appel parce que nous sommes dans une cour inférieure, la Cour supérieure, qui remet en question une décision faisant autorité depuis plus de 20 ans et qui invalide un des derniers, si je peux dire, pouvoirs policiers absolus au Québec. Donc, il y a fort à parier que cette conversation-là va monter jusqu'en Cour suprême. Alors, voilà pour le topo. Marie-Ève, je te repasse la parole. Merci. Merci, Arij. Pour cette explication fort éclairante, je vais revenir avec la présentation de la recherche, mais en fait, une chose qui est intéressante, c'est que tout le long, on dit que l'article 636 permet des interpellations et des interceptions de façon aléatoire. Mais en fait, ce que la recherche démontre justement, c'est que ces interceptions, ces interpellations-là n'étaient pas aléatoires, ne sont pas aléatoires. Elles sont plutôt fondées sur des préjugés et des préjugés raciaux en ce qui nous concerne là, présentement. Donc, je pense que si seulement en fait ces interpellations-là étaient aléatoires, déjà, la situation serait différente. Mais c'est justement dans ces interstices-là, lorsque les critères sont mal définis et qu'ils sont flous, que le profilage racial s'immisce. Donc, dans le but d'appuyer ce recours en inconstitutionnalité, dans le but de démontrer justement que ces interpellations, ces interceptions n'étaient pas aléatoires, mais fondées sur le profilage racial et surtout dans le but de documenter quelles sont les conséquences de ces interpellations-là sur les personnes noires et racisées. Nous avons mené ce projet de recherche et je vous ai déjà présenté les différentes personnes qui ont été impliquées dans le projet. Je souligne aussi l'implication de différents organismes de défense des droits là, qui ont été nommés au tout début et qui sont des partenaires de l'Observatoire des profilages. Donc, les objectifs les objectifs visés par notre recherche, c'était de documenter dans quel contexte et quels étaient les motifs qui étaient invoqués par les policiers lorsque ces interpellations, ces interceptions routières avaient lieu. On a ciblé différentes villes et certains quartiers dans ces villes, donc Montréal, Laval, Repentigny, Terrebonne, de façon prioritaire, mais aussi à Québec et d'en documenter les conséquences sur le plan individuel et communautaire. On a mené 25 entrevues. En fait, on a fait des entrevues avec 25 participants et certaines de ces entrevues étaient individuelles alors que d'autres ont été faites en groupe d'une durée variable de 90 minutes à 3 heures et les participants à l'étude avaient vraiment différentes caractéristiques. Donc, c'est ça qui était vraiment frappant. Donc, on avait beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Ils étaient jeunes ou âgés entre 18 ans et 52 ans. C'était principalement des personnes noires, mais également certaines personnes d'origine arabe. Certains d'entre eux étaient aux études, d'autres étaient employés, avaient un emploi ou un travail rémunéré dans toutes
toutes sortes de domaines, que ce soit l'éducation. Certains d'entre eux étaient courtiers d'assurance, travaillaient dans le milieu de la santé, travailleurs communautaires, des notaires, des actuaires, donc vraiment de toutes les couches de la société, de tous les milieux socio-économiques. Certains d'entre eux étaient célibataires, d'autres mariés, avec des enfants ou sans enfants. Vraiment, la seule chose qui les rassemblait pour notre étude, c'était le fait d'être une personne noire ou racisée et le fait de conduire au moins occasionnellement un véhicule à moteur. Donc, il y avait vraiment des gens là, une grande, grande représentation. Le contexte des interpellations, alors les interpellations, les interceptions routières se produisaient, selon les participants à l'étude, à tout moment du jour ou de la nuit et dans tous les contextes. Alors qu'ils allaient reconduire leurs enfants à l'école, alors qu'ils allaient eux-mêmes à l'école, alors qu'ils allaient au travail, alors qu'ils allaient faire des courses, alors qu'ils revenaient d'un restaurant, d'un bar, et à toute heure du jour. Ça pouvait être très tôt le matin, ça pouvait être tard le soir. Même certaines d'entre elles ont indiqué qu'elles étaient plus susceptibles de se faire arrêter la nuit, puis on va le voir, certaines d'entre elles ont même arrêté de conduire la nuit et le soir, mais ces interceptions-là se produisaient aussi durant le jour. Il n'y avait pas là, de contraintes là, au niveau contextuel. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, selon les personnes visées, ces interpellations, ces interceptions n'étaient pas aléatoires, mais plutôt fondées sur des préjugés. Les participants à l'étude nommaient carrément le profilage racial comme étant à l'origine de ces interceptions. Alors, les motifs pour lesquels ils et elles étaient interceptés, ce sont des motifs que vous allez reconnaître et tout à l'heure, vous allez entendre des témoignages. C'était souvent sous de faux prétextes ou des comportements vraiment mineurs qui étaient jugés suspicieux par les policiers. Donc, ceux qui revenaient le plus souvent, une ceinture pas attachée où on voulait vérifier si la ceinture était bel et bien attachée, des vitres teintées. Certains d'entre eux ont raconté s'être fait intercepter parce que leur plaque d'immatriculation était enneigée et qu'on ne pouvait apparemment pas la lire. D'autres parce qu'il y avait un cadre de plastique qui la recouvrait. Alors, on pouvait très bien voir le numéro d'immatriculation, mais le cadre a été le motif d'interpellation. Appuyer sur les freins, zigzaguer, s'arrêter un petit peu trop avant le stop. Tous les prétextes essentiellement étaient bons. D'autres aussi fréquents, comme conduire une voiture louée et un qui revenait souvent, l'absence de correspondance entre le conducteur et le propriétaire. Donc, par exemple, l'auto est immatriculée au nom d'une femme et c'est un homme qui la conduit. Dans beaucoup de cas, c'était un conjoint ou quelqu'un de la famille, ce qui est absolument pas illégal. Je le souligne, de conduire la voiture immatriculée au nom de quelqu'un d'autre. Des stéréotypes aussi qui jouaient en ligne de compte. Par exemple, certains ont indiqué se faire arrêter parce qu'ils conduisaient une voiture de luxe et qu'on ne pouvait pas imaginer qu'une personne noire ou racisée puisse avoir les moyens de se payer une voiture de luxe. Il y avait aussi des associations en certains véhicules et la criminalité. Et d'autres se faisaient demander de justifier leur présence dans un quartier alors qu'ils l'habitaient depuis des années. D'autres motifs étaient liés à leur apparence physique. Certains portaient un hoodie, un capuchon, avoir un afro, avoir l'air d'un arabe. Ce sont leurs mots. Ce sont les histoires qui nous ont été racontées. Avoir l'air d'un gangster, avoir un habillement X, Y, Z. Donc, c'était vraiment, vous voyez, tous les motifs étaient bons. Certains ont aussi été arrêtés sous prétexte d'avoir commis une infraction au Code de la sécurité routière, mais dans beaucoup de cas, elle s'avérait ensuite non fondée. Donc, on leur disait, vous êtes passé sur le feu rouge, vous ne vous êtes pas arrêté alors qu'il y avait un stop. Et ça, évidemment, ça générait toutes sortes de discussions dans la voiture avec le policier parce que certains disaient, mais il n'y en avait pas de stop. On a des participants qui sont revenus sur les lieux de l'infraction pour aller vérifier s'il y avait bel et bien un panneau stop.
et constaté qu'il n'y en avait pas. D'autres qui ont fait venir des caméras de surveillance des quartiers pour voir s'il y avait vraiment un feu rouge ou pas, alors qu'il n'y en avait pas. Donc, il y a toutes sortes de motifs, mais dans certains cas, il y avait effectivement motif à infraction, mais dans la plupart des cas, c'était des prétextes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça coïncide évidemment avec toute la littérature, entre autres David Tanovich, qui a recensé la jurisprudence en matière de profilage racial. Et ce genre de motif revient constamment comme des indicateurs clairs là, de profilage racial. La plupart des participants nous ont aussi raconté comment ces motifs et ces prétextes ont dégénéré par la suite là, et ont amené vers d'autres conséquences, donc, dont des conséquences physiques. Donc, on a eu des récits extrêmement durs à entendre sur des conséquences physiques vécues, de la violence policière carrément, vécue par les participants qui ont été menottés, qui ont eu des fractures, qui se sont fait battre. Et ce n'est pas une seule personne. Là. Malheureusement, on a eu ces récits de plusieurs personnes dans des expériences extrêmement traumatisantes. Et évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre des conséquences psychologiques qui en découlent, soit qu'elles ont des symptômes physiques, par exemple des maux de tête qui ne partent pas, de l'insomnie, des pertes d'appétit, mais aussi qui dégénèrent en des problèmes sérieux de santé mentale, dépression, peur, anxiété, crainte de sortir dans les espaces publics, de conduire, des conséquences sur la famille aussi. Donc ça, c'était tous les participants sans exception nous ont raconté ces importantes conséquences psychologiques qui sont aussi documentées dans la littérature. Donc, vous avez ici je ne vais pas toutes les lire, là, mais quelques extraits des témoignages de personnes. Par exemple, bon, j'ai voulu abandonner l'école, arrêter de travailler, je faisais de l'insomnie, j'avais tellement de rage, je ne dormais pas bien. Je pouvais passer la nuit à tourner et retourner dans mon lit. Après, je ne comprenais pas comment un humain peut penser qu'il est supérieur à un autre comme ça. Donc, vraiment, aussi des expériences qui atteignaient leur estime de soi et leurs sentiments et c'est ça, leur confiance en eux-mêmes et leur estime de soi. Des conséquences matérielles aussi liées au travail. Certains d'entre eux étaient en route vers le travail. Lorsqu'ils se faisaient intercepter, ils arrivaient en retard au travail, devaient le justifier. Certains d'entre eux aussi étaient des conducteurs, par exemple, de taxi ou de Uber, accumulaient des points de démérite, ont perdu leur permis de conduire, ont cumulé des constats d'infraction, ont dû se rendre au tribunal pour les contester. D'autres conséquences aussi sur le plan de la confiance des personnes envers la police et le système de justice, et ça, ce n'est pas à sous-estimer. Il y a une abondante littérature sur l'impact qu'ont ces interceptions sur la confiance qu'ont les personnes envers les policiers, donc n'osent plus évidemment aller vers la police lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes de crimes, ne vont pas collaborer avec la police, vont la craindre plutôt. Donc, une perte de confiance envers l'institution, mais aussi envers le système de justice auquel la police est associée et un impact sur leur perception de citoyenneté. On se sent vraiment comme un citoyen de deuxième classe, comme quelqu'un de différent. Et finalement, pour terminer, parce que là, je pense que j'ai pris déjà beaucoup trop de temps, les stratégies développées par les personnes visées, ça aussi, c'était un aspect qu'on a documenté dans la recherche où les gens nous parlaient de leur stratégie de résistance, finalement, et comment ils faisaient pour s'adapter au profilage racial puis à la violence policière qu'ils subissaient. Donc, des changements d'attitude et de comportement sur la route. Les gens nous parlaient de chemins qu'ils prenaient différemment. Ils ne passaient plus, par exemple, par tel boulevard, évitaient de conduire à certaines heures. D'autres, et ils sont très nombreux, nous ont parlé d'avoir filmé les interceptions. Donc, certains d'entre eux avaient des caméras qui roulaient 24 heures sur 24 dans leur voiture. Et ça, ce n'est pas une seule personne. Plusieurs participants nous ont parlé de ça, de comment on tente de documenter le profilage pour avoir des preuves ensuite pour pouvoir se défendre, mais aussi parce que dans certains cas, on craignait véritablement pour notre vie.
Éduquer les enfants et les jeunes, parler à nos enfants, leur expliquer comment on doit se comporter lors d'une interpellation, d'une interception routière. Et d'autres ont exercé des recours judiciaires et ont choisi de défendre leurs droits. Donc, il y avait des stratégies développées à différents niveaux.